Voilà. Alors, nous allons parler de Montpellier pendant la guerre de 14. Alors, si vous voulez, j'ai fait en 10 points. Je voulais le faire en 27 points, mais je me suis dit, tu vas les perdre, les pauvres qui viendront m'écouter. Et donc, j'ai rassemblé autour de 10 points les éléments essentiels dont j'espère avoir le temps de vous parler. D'abord, vous présenter Montpellier pendant la guerre, c'est vous dire en quelques mots le rôle de la ville. Ensuite, la mobilisation, l'économie, la vie à l'arrière avec tous les problèmes que ça pose, l'école, l'église, le courrier et les journaux, la police, la solidarité qui est un gros morceau très important, très intéressant, la médecine, les lieux où l'on soigne, la victoire en chantant et des lendemains difficiles. Vous savez, ça fait un gros paquet. Comme M. Malvy m'a demandé de rédiger cet ouvrage, cette partie de l'ouvrage, j'avais un texte de 200 000 signes. Et à l'arrivée, il en restait 20 000. Donc, c'est une œuvre qui est relativement courte par rapport à ce qu'on aurait pu écrire sur Montpellier. Alors je sais qu'à la fin des conférences, les gens disent « Vous n'avez pas parlé de ça ». Eh oui, mon pauvre, mais il faudrait 2 jours pour parler de tout. Et comme on ne vous a pas demandé d'amener vos matelas pour ce soir, eh bien, on fera relativement court pour tenir dans les 3/4 d'heure qui me sont impartis. Alors, la Lorraine, la Marne, la Somme, la Champagne, l'Artois, Verdun, c'est où ça? C'est bien loin. Au moins 700 km de Montpellier. Et c'est là que se déroule la guerre. Ici, on dit qu'on est en guerre, mais pas de combat, pas de bombardement, pas d'occupation, nous ne sommes pas en 1940. La guerre semble bien loin. Et en réalité, la guerre, elle est là, elle est bien là, pour tout et pour tous, pour tout le monde. De Montpellier se lèvent les soldats. À l'arrière, chacun est appelé à s'adapter à la situation et à faire les efforts que nécessite ce conflit. Alors, en cette période dramatique, en quoi la vie des Montpelliérains a-t-elle été modifiée? D'abord, Montpellier, je rappelle, 80 000 habitants à l'époque. C'est déjà pas mal, même si, évidemment, par rapport à aujourd'hui, c'est assez peu. Ils sont concentrés dans la ville, le commandement militaire du 6e corps, la préfecture, l'université. On trouve les écoles spécialisées, les administrations, les banques et les lieux de soins, l'évêché. Donc il y a un peu toutes les fonctions, toutes les institutions départementales ou même régionales, mais aussi les fonctions culturelles, le musée, les théâtres, la presse, etc. Et évidemment, les cinémas qui commencent à être bien fournis à l'époque. Donc, avant de résoudre tout ce problème-là dont nous allons parler, et nous nous imaginons donc cette ville dans l'état où elle était. Mais il y a une chose que vous n'imaginez peut-être pas, et que moi, longtemps, je n'ai pas imaginé, c'est que Montpellier, c'est un grand domaine. Il y a un cœur de ville, et tout autour du cœur de ville, des milliers, je dis bien des milliers, d'hectares de vignes. Montpellier, c'est un grand domaine viticole. Sur 5500 hectares de la ville, on compte, le territoire, on compte 3900 hectares de vignes en 1903. Et 10 ans avant, il y avait 4500 hectares de vignes sur 5500 hectares que couvre la ville. Donc, on peut retenir cet aspect-là parce que finalement, ça va donner à Montpellier une tonalité, une manière de vivre, une manière d'agir, des commerces qui lui donnent une certaine originalité sur laquelle on n'insiste pas d'habitude. Donc, Montpellier, le premier jour de la guerre, se produit un immense remue-ménage à l'annonce de la mobilisation, rassemblement à la comédie, discours, chants, défilés, bouillonnement d'une gare qui ne désemplit pas, parce que finalement, on va embarquer
très vite. Et tout commence avec cette inquiétude qui ne cesse de travailler, de tracasser les esprits pendant 4 ans et des poussières. Alors, comment on organise le départ? Eh bien, tout simplement, d'abord, on annonce qu'il y a la mobilisation. Les trompettes montpelliéraines se promènent, c'est masculin, trompette, se promènent dans les quartiers et annoncent la mobilisation, le fait que les jeunes sont convoqués, tous ceux qui sont en état d'aller à la guerre, conformément aux instructions reçues. On recommande aux hommes convoqués, en vertu du décret de mobilisation générale, de se mettre en route avec autant que possible en important 2 chemises, un caleçon, de bonnes chaussures brisées aux pieds, parce qu'il faut marcher de suite, et ainsi que de se faire couper les cheveux. Voilà donc la préparation de ceux qui vont être appelés. Depuis la veille, les marchandises ne sont plus acceptées en petite vitesse à la gare et aucun billet de voyageur n'est délivré au-delà de Lyon. Vous voyez donc qu'on prend des mesures immédiates dès le 2 août et on démarre. Peut-on parler d'excitation? Souvent on a dit les gens sont excités, ils chantent, ils font des manifestations, etc. En réalité, il semble que Montpellier, qui a eu ces manifestations, que Montpellier était une ville quand même assez calme, qui va être, je dirais, marquée par le fait qu'un certain nombre de gens défilent et se rendent à la caserne, en particulier à ce qui est aujourd'hui le lycée Joffre. Convoqué dans la nuit, un groupe de réservistes se rendant à la caserne du 2e génie, lorsque tout à coup, la foule les acclama longuement. Les cris de « Vive l'armée » à Berlin, « À bas les Guillaume » furent poussés à différentes reprises, la foule augmentant d'instant en instant, accompagna triomphalement les réservistes jusqu'à la caserne. Donc il y a quand même des manifestations, évidemment, mais ce n'est pas quelque chose d'aussi fort qu'on le dit pour certaines autres villes. Alors, les autorités militaires, avec le général Ferré, le préfet, le maire Paul Peset, prennent des mesures pour organiser les départs et prévoir les conséquences économiques, problèmes de ravitaillement, de transport, de commerce, grâce à des commissions qu'on met en place à la préfecture. Et là se produit un événement qui est très important parce qu'il est symbolique. Dans une époque où les partis sont en guerre, l'Église contre les partis de gauche, voilà que l'évêque de Montpellier, Monseigneur de Cabrières, va se rendre auprès des instances pour dire son appui dans la guerre qui va se déclencher, pour prévoir les conséquences économiques. Alors, l'union sacrée, donc, de cet évêque patriote, la France ayant été injustement agressée par les Allemands, l'évêque accepte cette guerre qu'il déteste par sa vocation, bien entendu. Le 3 août, il se rend au quartier général, à la préfecture, puis à la mairie, pour leur faire connaître, je lis, le concours le plus ardu et le plus dévoué du clergé. Donc les prêtres se mettent au service de la nation. En août 1916, il réaffirmera son union et toutes les fois qu'il s'agira de grandes misères dont la guerre actuelle est la cause. Voilà, j'ai fini ma citation. Voilà ce que dit l'évêque aux autorités militaires et civiles de la ville. Donc on a l'union sacrée qui fonctionne à Montpellier d'une manière extraordinaire. Du jour au lendemain, tout change. On s'installe dans un climat de guerre. Déracinement, embarquement, réglementation. Chacun consulte son fascicule de mobilisation pour savoir ce qu'il doit faire et où il doit aller. Les jeunes partis, un vide s'installe, un calme lourd fait de non-dits, une inquiétude latente, sourd, un climat de soucis, d'angoisse, une impression d'exode.
savez, on a dit toujours qu'il y avait eu des manifestations, des victoires, etc. Ça, on l'a vu un peu tout à l'heure. Mais en réalité, il se crée une angoisse qui pèse sur les habitants parce que sera demain? On a bien confiance parce qu'on se dit dans 15 jours, on sera à Berlin. Mais enfin, est-ce qu'on y croit vraiment ou est-ce que c'est simplement une manière de se rassurer? Donc tous ces départs marquent un climat de soucis, d'angoisse, d'inquiétude, et les appelés rejoignent leurs régiments, les régiments méridionaux, qui font partie des 14e et 15e corps d'armée. Et c'est là que Auguste Gervais, qui est un sénateur, va mettre en question la manière dont les méridionaux ont été des lâches devant l'ennemi. Évidemment, c'est démenti par les historiens, mais c'est la vision de l'époque. Une division du 15e corps a lâché pied devant l'ennemi, dit Gervais. La défaillance du 15e corps a entraîné la retraite sur toute la ligne. Les troupes de l'aimable Provence ont été prises subitement d'affolement. Alors vous remarquez cette expression d'aimable Provence, il y a une espèce de mépris. L'aveu public de leur impardonnable faiblesse s'ajoutera à la rigueur des châtiments militaires, ajoute ce sénateur. En fait, on sait que dès le début, les méridionaux ont payé un lourd tribut. Le 22 août, le 81e régiment d'infanterie de Montpellier a perdu 1300 hommes blessés, disparus ou tués. Une fois la guerre de mouvement arrêtée, les hommes s'enterrent dans les tranchées et il y a évidemment la présence sur 800 km des rats, des puces, des punaises qui pullulent, le froid, la pluie. On attend l'attaque en discutant, en jouant aux cartes, en écrivant, en fabriquant des objets d'art avec des obus ou des douilles. La peur de la mort assaille les esprits. Pour qui l'on creuse-t-on ces tombes? Car on voit passer des soldats, pelles et pioches dans la main, qui vont creuser des tranchées. Et on évoque la tranchée, donc pleine de morts et de blessés. Je vous fais cadeau du reste, c'est très connu, mais c'est bon de se mettre dans ce climat-là. Alors évidemment, qu'est-ce qui va aider les hommes à vivre? Eh bien, c'est la camaraderie. La camaraderie joue un rôle important. La présence permanente de compatriotes fait plaisir, ainsi que les rencontres passagères. Voilà un récit, par exemple, de ces rencontres. J'entends parler patois, mais un patois qui m'est cher. Vous savez, il y a des patois. Le patois du Midi. J'interpelle le méridional. C'est deux troupes qui se croisent. « Hé, l'ami, d'où es-tu » ? « Du Génie d'Avignon. Moi, je suis du pape du pays du vin, de l'Hérault. Moi aussi, je suis un habitant de l'Hérault, du Clapas. » Alors tout le monde sait que le Clapas, c'est le tas de pierres que constitue Montpellier. C'est ce que ça veut dire, le Clapas. Mais évidemment, plus précieux sont les compagnons de route, ceux avec qui on va faire au quotidien une bonne partie du chemin, avec qui on partage les joies, les peines, les nouvelles, les colis, avec qui on essaie d'être proche à tous les instants, parfois et trop souvent jusqu'au dernier. Mais il y a des gens qui ne partent pas. Ce sont les embusqués. Alors ceux qui travaillent à l'intendance, ceux qui sont dans le génie, à l'état-major, et les ouvriers rapatriés par nécessité, parce qu'on a besoin d'hommes pour faire des travaux. Charles Masclat, qui est un des héros de chez nous, dénonce ses compatriotes qui pourraient faire des soldats, mais qui sont là à se balader. C'est indigne, révoltant même, mais plus tard, la justice du peuple fera son œuvre. Alors ces gens-là, les embusqués ou planqués, recevront l'affront de tous. Planqués, vénards ou débrouillards. Et par exemple, on a Jean Berger, qui est de Saint-Brézéry, qui va passer un certain temps à Montpellier, à Rimbaud. Il ne se prive ni de sortie, ni de spectacle, ni de permission. Il a même une chambre à la rue des Soldats.
Et découvert, il commente, nous avions l'âme sereine. C'est beau. Voilà. Il est vrai que, parce qu'il n'était pas parti, étant malade au moment où son régiment est parti sur le front, donc il est resté à Montpellier. Et il a été en quelque sorte planqué parce que on ne s'est pas aperçu qu'il était là. Il était dans un corps, il prenait la garde, il allait chercher sa solde, mais c'était un véritable inconnu pour les officiers. Finalement, on s'est aperçu qu'il était là et on l'a envoyé rejoindre son corps quelque part dans les Ardennes. Alors, il faut dire que Montpellier, à l'époque, grouille de soldats, de troupes du monde entier, des spahis algériens, des tabors marocains, des tirailleurs, des anamites, des tonkinois, des malgaches, des Russes prisonniers ou en soins, des Turcs aussi prisonniers, blessés ou malades. Les prisonniers ennemis arrivent à Montpellier, les premiers, le 17 août 1914, et on a dû les soustraire à la fureur d'un millier de Montpelliérains qui suivent le convoi et facilement leur cracheraient dessus, leur disent des injures, ce qui amène le préfet d'une part et d'autre part le commandant des troupes à mettre un bémol et à dire faites attention, hein, ce sont des soldats, ils ont été faits prisonniers, ils sont dans des conditions difficiles, et accueillez-les, ou en tout cas faites silence sur leur passage. Voilà la période on pourrait en parler longtemps, bien sûr, la première période finalement qui rassemble quelques données sur les départs et le tout début de la guerre. Je voudrais maintenant vous parler en deuxième lieu de l'économie au service de la guerre. Toute l'économie de cette époque est mise au service de la guerre. L'État intervient dans la production, tente de la contrôler, de l'adapter, de la surveiller, car elle est vitale pour accéder à la victoire finale. Alors, comme elle est vitale et comme elle est en danger, évidemment, on va mettre des troupes de gendarmerie et des troupes militaires et pour surveiller ces usines, ces lieux de production. Car, évidemment, ce qu'on crée surtout, c'est l'espionnite et les dangers de sabotage. Ce sont des sujets sensibles et on voit par exemple que lorsque l'incendie de Ré et Tremblay se déclenche à Montpellier en 1917, ça accroît la psychose. Montpellier est peu industrialisé, donc on ne fournira pas des masses de choses aux troupes. Chez Rabin, on fabrique des briques réfractaires, chez Mainviel, de la bonnetterie, des chaussures, chez Gers et compagnie, des lits, chez Ré et Tremblay, des gaines pour les obus, chez Maury et Bonhomme, des caisses pour obus chez Baraman, et des salles des baraques à Drian, des bougies, des savons chez Vilodève, et des biscuits et du chocolat. Alors vous voyez, c'est quand même pas ces lieux où il y a des usines où on fabrique des obus, etc., etc., mais c'est des éléments qui apportent un mieux-être aux soldats qui sont au front. Montpellier a par contre, je vous l'ai dit en commençant, esprit, je le redis, un territoire en vigne absolument extraordinaire, et ça va être l'un des lieux les plus importants du commerce des vins. Les rations de vin sont données aux soldats, d'abord un quart, 25 centilitres, ensuite on monte à 50 centilitres, ensuite enfin on passe à 75 centilitres par jour. Alors ça a un bienfait auquel on ne pense pas souvent, c'est que l'eau potable est difficile à avoir et que l'eau que l'on trouve sur place, c'est une eau qui est souvent croupie, qui a fermenté, etc., etc. Et finalement, on boit de plus en plus de vin. Alors, ce vin est un vin qui pèse peu de degrés, qui titre peu, qui pèse 8, 9, 10 degrés à la limite, mais qui va mettre en goguette les soldats, qui chanteront « Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien par où ça passe. Allez, vidas, remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard. » Donc, il y a
l'importance de ce vin. La sous-intendance des vins gère les approvisionnements et elle est basée à Montpellier. L'État détermine les fourchettes de prix et organise les réquisitions de vins. Et alors les Héroltais ont été très, très malins, je ne sais pas s'il faut dire ce mot-là, parce qu'au moment où la guerre s'est déclenchée, ils ont donné gratuitement 100 000 hectolitres de vin à l'intendance. Donc les soldats ont bénéficié des premiers quarts, si vous voulez, gratuitement donnés par les vignerons de l'Hérault. Les cours des vins vont s'envoler évidemment pendant la guerre. Il faut dire que la récolte a été bonne en 14, nulle en 15. Les 3/4 de la récolte précédente n'ont pas été présentes. Et donc, on a une récolte lamentable, la plus lamentable du siècle. Et ensuite, la production revient assez normale. Mais comme le cours du vin s'envole parce qu'il n'y en a pas assez, ils atteignent ensuite, lorsque la récolte est meilleure, les 65 francs, et même beaucoup plus, alors qu'au début de la guerre, il se vendait 12 francs l'hectolitre. Et alors, il va s'organiser toute une série de transports, des wagons foudres, et en particulier à Montpellier, une compagnie que peut-être certains d'entre vous ont vu mentionner dans les bouquins ou sur les wagons, Michanville, qui livre du vin partout. Alors, comment on livre ce vin? Eh bien, on l'embarque dans les wagons dont j'ai parlé. Ensuite, on l'amène à la gare la plus proche du front. Ensuite, au camion, sur le front, on le transvase dans des citernes automobiles. Et ensuite, on va le distribuer comme on pourra dans les tranchées, dans le front. Il y a donc une organisation importante pour le vin. Alors, pour cultiver, il faut de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, et la jeune main-d'œuvre, elle est partie à la guerre. Et par conséquent, il va falloir trouver des gens pour travailler. Alors, c'est la fameuse contribution des femmes, des enfants, qui a été sollicitée le 7 août 1914 par René Viviani. Je vous cite le texte. « Debout, femmes françaises, jeunes enfants, fils et filles de la patrie, remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays, debout, à l'action, à l'œuvre. » Voilà. Donc, le président du Conseil lance tout ce monde à l'action. Alors, les femmes de la ville agissent dans nombre d'activités, distribuent le courrier, conduisent les tramways, travaillent dans les usines et dans les chemins de fer. Et les institutrices prennent évidemment un plus grand nombre d'élèves. Une commission va s'organiser pour la répartition des prisonniers, parce qu'on va faire travailler les prisonniers. En Allemagne, les prisonniers travaillent et sont payés. En France, ça va être pareil. Et les prisonniers, ce sont des Allemands et des Turcs. On peut s'étonner qu'il y ait des Turcs à Montpellier qui soient prisonniers, mais il y a eu la Turquie s'est mise en guerre et il y a eu des prisonniers et on les a amenés de Corse dans les départements du Midi et particulièrement dans l'Aude et dans l'Hérault. Alors à Montpellier, on a des Allemands, par exemple 38 sont employés pour construire un bâtiment pour les chemins de fer. 13 Turcs travaillent à la Paillade, 20 Allemands travaillent à Gramont, une série au Mas du Ministre. Des soldats vont être amenés à fournir cette main-d'œuvre pour jouer le rôle d'artisans, les charrons, les maréchaux ferrants, les bourreliers, les selliers, les forgerons, les tonneliers, les réparateurs de machines, etc., etc. Tout cela, évidemment, ça coûte cher et ça demande des finances. Alors, en 1914, on a créé, mais ça ne s'est pas mis en fonction d'une manière intensive dès le début, on a créé l'impôt sur le revenu pour remplacer les anciens impôts portes et fenêtres, etc. On adopte donc cet impôt, on recourt auprès de la Banque de France et des alliés, on augmente la monnaie, et tout ça, ça ne suffit pas. Alors on invite les populations à souscrire et à verser leur or et à adhérer au bond de la défense nationale. Selon Clémenceau,
ceux qui peuvent souscrire et ne souscrivent pas sont des traîtres. Face aux gains accumulés par certains profiteurs de guerre, le département crée un impôt et une contribution extraordinaire. Dans l'Hérault, on recense 61 entreprises qui sont soumises comme celle de Ré à cet impôt, comme celle de Ré, Tremblay, Thomas Carder, Raphaël Legagne, Bresse et Terrasse. Voilà. Alors, reste maintenant à parler de l'adaptation des Montpelliérains au quotidien, je dirais. Ce qui m'intéresse le plus, finalement, c'est comment on vit au jour le jour. Les mauvaises nouvelles arrivent en force. Les nombreux décès, 34 par mois, si on fait une moyenne sur toute la guerre. Un fils vient d'être blessé, survivra-t-il? Dans quel état? Un autre a été fait prisonnier. Le courrier se fait attendre, ça ajoute à l'angoisse. Malgré tout, il faut vivre, travailler, semer, récolter, aller à l'école, assurer le pain quotidien, continuer à vivre, à produire et à voisiner. La dureté du quotidien survient des restrictions. Donc, on n'a pas la facilité d'acheter tout ce que l'on veut comme provision. L'État, et puis il faut l'argent, l'État octroie une allocation d'1,25 franc par jour aux conjoints et aux veuves, et une majoration est ajoutée par enfant de moins de 16 ans. Ça n'empêche pas que la veuve ne touche pas assez pour vivre normalement de ce revenu, et elle va connaître, comme les autres, la pénurie alimentaire. Le rationnement du pain est créé dès le début de la guerre. Et il est étendu au grand nombre de denrées, farine, viande, lait, sucre, pétrole aussi. Des mesures interdisent la consommation de viande le soir dans les restaurants et dans les établissements publics. Les pâtisseries et les boucheries doivent certains jours être fermées. Des cartes d'alimentation sont mises en circulation, comme on le retrouvera dans la Seconde Guerre mondiale, avec des tickets, et les rations sont fixées en 6 catégories, des travailleurs qui ont droit à 700 grammes de pain, jusqu'aux petits-enfants, aux bébés qui ont une ration évidemment menue. Tout cela entraîne la hausse des prix et le marché noir. Dès le début de la guerre, les autorités lancent un appel aux commerçants pour les inciter de ne pas augmenter leurs prix. Mais on a calculé, avec mes enfants, que les produits alimentaires ont quadruplé pendant la guerre. Jean-Antoine Sauzet, qui est instituteur au Soubès, a relevé les prix pour les 14 denrées principales de 14 à 18. Et il note un bond, au calcul, c'est nous qui avons fait l'addition, de 385% d'augmentation des prix pendant cette période. Les pommes de terre valent 11 fois plus cher à la fin de la guerre qu'au début. Les haricots, 7 fois. Les œufs, 6 fois. Le riz, 5 fois, etc., etc. Et le salaire de l'ouvrier agricole, lui, double pendant la guerre. Mais par exemple, vous avez un signe caractéristique de cette augmentation. Le journal qui coûtait 5 sous au début de la guerre coûte 25 sous à la fin de la guerre. Donc, vous voyez, une augmentation de pratiquement 500%. Et alors, on va essayer de se procurer de la nourriture. Et pour ça, on va recourir, évidemment, au marché noir. Et on va avoir ce qu'on appelle les profiteurs, les profiteurs, ceux qui vont être là pour, en quelque sorte, bénéficier de ce marché noir. Et là, je voudrais vous lire, sans trop traîner, un récit qui est tiré du GAL. Le GAL, c'est un journal en occitan qui est apparu pendant la guerre. Et dans le premier numéro, il raconte ceci. C'était un jeudi ou un mardi, un beau milieu de la grande rue. 3 foutues femmes, jacassées comme des pies. Il y avait une grosse, une boiteuse et une borgne.
Je ne sais pas où passe le sucre, il n'y en a pas un brin. Il paraît, disait la boiteuse, qu'il en est arrivé un wagon à la gare, 3 wagons à la gare. C'est ce que raconte tout le monde, mais tant que ce n'est pas officiel, je n'y crois pas. Cela m'empêche depuis quelques jours de sucrer mon café. Et patati et patata. Une carriole passe et sous la bâche, la borgne entrevoit un paquet bleu marqué Saint-Louis. Elle se met à crier « Ça y est, il porte du sucre !»« Chut, tais-toi donc, il ne faut pas le dire, tout le monde viendrait. » Et elles se mirent à suivre la charrette comme elles suivraient un enterrement. Elles montèrent la rue de la Loge, la rue de l'Argenterie, et commençaient à en avoir assez quand la charrette s'arrêta devant une épicerie proche de la préfecture. Les 3 femmes comprirent de suite, et comme des obus de 75, entrèrent dans l'épicerie. Le garçon, une grande peigne, un parigot réformé parce qu'il pesait comme une plume, n'a pas su ce qui arrivait. Il s'approche des 3 commères et demande « Que désirez-vous ?»« Du sucre, du sucre !» Ou, dit le boiteuse, il nous appelle mesdames, il doit être coquin, il parle bien ce jeune homme. Et c'est tout ce que vous voulez, demande le garçon, c'est tout. Eh bien, du sucre, nous n'en avons pas. Il y a une 20aine de paquets dans la charrette devant la boutique, dit la plus grosse. Et finalement, vous avez raison, dit le garçon. Seulement, pour avoir 1 kilo de sucre, vous serez obligé d'acheter pour 4 francs de marchandises. Les 3 femmes sursautèrent comme des chats maigres en disant « Nous voulons du sucre et seulement du sucre. Mesdames, vous avez qu'à prendre des chandelles. » Tu as fait une belle chandelle, figure-toi d'oiseau. Vous ne voyez pas que ce parigot de malheur essaie d'escroquer le monde et ce qu'il y a de meilleur. Nous voulons du sucre. Donne-nous du sucre. Finalement, elles n'auront pas du sucre et on chassera les femmes de la boutique. La police s'y mettra et on dit à l'agent, tu ferais mieux d'aller au front, toi, que de venir nous embêter ici. Voilà. Donc, vous voyez, ce genre de plaisanterie, de conte qu'on a fabriqué, traduit une vraie réalité. Il y a du manque de ces denrées premières et donc un marché noir important. Donc, il n'y a pas que des marchands de canons, il y a des marchands de haricots secs. Quelquefois, ils vendent des haricots secs, ils sont quistonnés, comme on dit dans le Midi, c'est-à-dire où il y a des vers, où ils ne sont pas bons. Donc, on rencontre des problèmes. Le rationnement entraîne le marché noir et les profiteurs ne s'en privent pas. Parlons de l'école, si vous voulez. Tu me dis pour le temps. Parlons de l'école. C'est très important. D'abord, moi, c'est ma spécialité, l'école, puisque finalement, ma thèse repose là-dessus, sur l'enseignement. Et je suis très, très attentive à ce qui se passe à l'école pendant la guerre. D'abord, la moitié des instituteurs mâles, les hommes, sont partis. Ils sont partis à la guerre. L'autre moitié a donc le double travail et un certain nombre d'élèves vont rejoindre les écoles d'institutrices qui est tenues par des institutrices, parce qu'il faut évidemment partager les effectifs. Or, il n'y a pas à l'époque d'école mixte. Ça n'existe pas. Et ça n'existe que très peu, rarement. Donc, on a des garçons qui vont entrer à l'école des filles. Et on va avoir aussi des professeurs, je vous parlais de Jeanne de Gassi tout à l'heure, qui vont rentrer comme profs au lycée de garçons. Car à Montpellier, qu'est-ce qu'il y a comme école? Il y a les écoles primaires normales, et puis il y a un lycée, le lycée de garçons, né en 1804. Et puis il y a un lycée de filles, né en 1880, qui est le premier lycée de France, donc le premier qu'on a créé en France. Et donc, 2 lycées pour toute la ville. Il y a quand même 80 000 habitants. Mais l'enseignement secondaire, évidemment, donné à un nombre réduit de garçons et encore plus de filles. Je vous en parlerai peut-être un jour, parce que c'est un problème important. Donc, l'école se met au service de la patrie. Les instituteurs vont faire donner
des sujets de réflexion, de travail, des compositions françaises à leurs élèves. Ils vont leur montrer des cartes, ils vont leur faire des petits exposés. Ils font des exposés pour le village ou la ville. Ils vont faire en sorte d'exalter le devoir patriotique, de louer le sacrifice des soldats, d'exacerber le ressentiment contre l'ennemi. Donc certains maîtres se dévouent en gardant les enfants pendant les vacances, parce qu'évidemment les mamans travaillent, etc. Et ils organisent des réunions d'adultes. Les églises font la même chose, j'en parlerai tout à l'heure. Les fabricants et les marchands de jouets exploitent ce goût pour la guerre en offrant des loisirs basés sur le militarisme. On fabrique des armes. Dans certains villages, je sais que je parle de la ville aujourd'hui, mais comme Montbazin, les enfants fabriquaient des boules de boue et cela se balançait ça comme si c'était des grenades. Ils creusaient des tranchées, etc., etc. Et c'est vrai aussi en ville, bien entendu, les jeux entretiennent l'ardeur patriotique juvénile. Ces jeunes jouent à la guerre, en pleine guerre. La presse des jeunes, comme Mon Journal, qui est un journal édité par Hachette qui date de 1880, fait des couvertures qui représentent des scènes avec des poilus, relatant des chroniques de la vie au front, des récits édifiants et des images comme ce Père Noël que nous avons représenté dans nos livres, ce Père Noël qui embroche des Allemands avec sa baïonnette. Joyeux Noël. Les professeurs, les surveillants sont nombreux à être mobilisés, je l'ai dit. Alors, par qui va-t-on remplacer ces professeurs? La moitié d'entre eux du lycée de garçons vont à l'armée. Des établissements sont réquisitionnés parce qu'il va falloir loger les prisonniers et surtout il va falloir loger les blessés et ceux qui sont en convalescence. Ce qui amène les responsables à loger les élèves où ils peuvent. Alors on fait des cours dans une salle de couvent, dans l'évêché, au conservatoire de musique, on regroupe des classes, on supprime des cours, on ferme des internats. On recourt à des suppléants et à des retraités. Des professeurs de faculté vont faire des cours secondaires, Lénard, Jadon, Gachon, Flao. On fait appel à des délégués intérimaires de guerre. Alors ça c'est intéressant parce que ce sont les premières femmes qui ont enseigné dans les lycées de garçons. Alors que dans les lycées de filles, qui sont très différents des lycées de garçons, il y avait des hommes qui enseignaient. Vous voyez, ce sont les premières femmes qui sont rentrées. Et la femme la plus célèbre qui est rentrée à ce moment-là s'appelle, et tout le monde en a entendu parler, Jeanne Galzi, qui a décrit son expérience dans son livre qui s'appelle « La femme chez les garçons ». Je ne suis qu'une intérimaire amenée là par le désordre de la guerre, écrit-elle. Mes collègues, la collègue véritable, la remplaçante seulement. Je ne suis pas la collègue véritable, mais la remplaçante seulement. La guerre a fait varier les effectifs. Le lycée des garçons a perdu 25% des élèves lors de la première année. Les lycéens sont plus ou moins marqués par des événements. Et en témoigne Jeanne Galzi qui écrit « La guerre est pourtant une réalité jusqu'aux heures où nous sommes directement frappés. Elle s'offusque de leur apparente insensibilité, mais elle excuse les élèves. Qu'en serait-il si le mystérieux pouvoir n'amortissait pas peu à peu leur anxiété? On fait appel à eux pour participer aux œuvres de guerre. Les autorités invitent les élèves à travailler au jardin potager. Le père Gache évoque ce travail. Les lycéens viennent peu à peu, toutes les semaines, en 3 équipes de 40 à 50, pour une besogne qui ne leur était pas familière. Ils fournissent les graines et les classes finies, un joyeux intense labeur durant plus de 2 heures. Vous avez accompli une série d'actes, leur dit-il, où il est permis de voir les promesses et l'annonce des changements qui, après la guerre, se produiront peut-être dans la vie des collégiens. Vous savez qu'on appelle le collège à l'époque l'équivalent des lycées, simplement, ils sont, je dirais, tenus par les municipalités, mais ils ont des classes parfois jusqu'en classe préparatoire.
Attention, le mot a changé de sens, alors il faut se méfier. Le niveau des études a-t-il souffert de la guerre? Certains rapports soulignent un déficit intellectuel et scolaire, une certaine baisse due à l'instabilité du corps professoral, au temps perdu, à un certain manque d'assiduité des élèves, à leur manque d'attention par suite des problèmes, deuil, blessure d'un proche, revers de fortune, etc. Les bulletins des prix alignent la liste des morts. Au lycée de garçons, par exemple, on totalise 234 mobilisés, dont 10 professeurs et agents et 220 élèves. Les orateurs s'efforcent de faire réfléchir les élèves à des questions qui se rapportent à la guerre. Le 13 juillet 1917, par exemple, M. Delcourt se demande à quoi consiste l'appui que nous apportent nos alliés. Souvenons-nous, écrit-il, enfin dit-il, puisqu'il parle, que ces amis d'aujourd'hui étaient autrefois des ennemis. Il s'agit évidemment des Anglais, vous l'avez reconnu, et qu'on a longtemps parlé de la perfide Albion. La guerre a-t-elle entraîné une modification des valeurs chez les élèves? La réponse est contrastée. Des remarques chez eux, on remarque chez eux plus de générosité, de maturité, plus de courage viril et de tendresse humaine. Les éducateurs dénoncent aussi plus d'indépendance d'allure, une horreur de l'effort, une inquiétante précocité. Il y a une crise d'âme. Nos jeunes filles, elles, se sont données elles-mêmes. Elles ont donné un peu de leur cœur. Faut-il alors se montrer pessimiste? La guerre a passé sur nos établissements secondaires, brisant leur corps. Et l'on peut dire, en affectant profondément leur âme, le corps en est resté un peu meurtri et demande encore des soins, mais l'âme est déjà remise. La projection de films, des kermesses et des tombolas, des scènes théâtrales, des galas de chant, des concerts, toutes ces activités culturelles sont marquées par les préoccupations de la guerre. Beaucoup sont organisés pour apporter une aide aux associations. Alors, dans ces aides, il y a donc le clergé dont j'ai parlé tout à l'heure. J'en dis simplement un mot. Vous avez vu la position de Monseigneur de Cabrières, qui était à l'époque cardinal, et des combattants. En 1915, ils sont 221 prêtres au front de l'Hérault. Parmi eux se trouvent des infirmiers, des brancardiers, des combattants, des prêtres. 13 sont morts à la guerre et 13 séminaristes ont péri dans la tourmente. La liturgie est en partie réorientée. Il y a des messes pour les temps de guerre, pour les combattants, les blessés, les prisonniers, des cérémonies diverses comme un triduum de prière. Les principaux lieux de pèlerinage se peuplent, connaissent des fréquentations inhabituelles. Et le 10 août 1919, le diocèse est le premier de France à accomplir le vœu fait par l'épiscopat français d'aller en pèlerinage d'action de grâce à Lourdes dès la victoire. La liste des soldats morts au combat est gravée sur des plaques dans les églises. À Saint-Denis, par exemple, dans l'église de Saint-Denis, le 15 avril 1917, le curé annonce qu'il se propose d'inscrire les noms des paroissiens victimes de la guerre à Notre-Dame-de-Table, à Saint-Cléophas, à Sainte-Eulalie, à Saint-Matthieu et dans bien d'autres endroits. Il en va de même. Y a-t-il des traces d'anticléricalisme? Tu me dis combien il reste? 5 minutes. Bon, celui-ci, il est trop court. Des traces d'anticléricalisme, on le trouve dans la dépêche et du Midi et dans le bonnet rouge, ce qu'on appellera la rumeur infâme, c'est-à-dire on dit que le clergé profite de sa situation pour ne pas participer à la guerre, etc., etc. Mais l'évêque de Montpellier montre qu'il n'en est rien par un certain nombre de textes dont je vous parle. La presse est l'objet de censure. On ne peut pas indiquer, par exemple, le lieu où le défunt est tombé. On ne peut pas dire combien il y a de morts sur un front, etc. Il faut éviter aussi la propagande en faveur de la paix. Et le gouvernement exige un silence complet sur les hécatombes. Le 24 août 1914, le Félix Bonfils écrit « Ils ont étripé ma lettre au bureau du colonel parce qu'elle n'était pas écrite en français, mais en occitan, et qu'elle en disait trop. » Voilà. Alors ça, il faut voir le livre
de notre ami Barral. Le courrier est très surveillé, très attendu. Le facteur passe 3 fois par jour à Montpellier, 2 fois dans les villages, 3 fois en ville, et on attend le facteur. Et j'ai écrit que le facteur est le personnage le plus attendu de toute la guerre. Et ce qu'on craint le plus, évidemment, c'est de voir les gendarmes ou le maire arriver, mais le facteur, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, ces lettres sont innombrables, mais elles n'arrivent pas toujours. Ensuite, elles se résolvent en des cartes postales parce qu'on n'a plus le droit de faire des lettres. Mais ces textes sont écrits en français, alors que la langue courante de ces soldats, c'est évidemment l'occitan. Ils sont des milliers et des milliers, les enfants du Midi qui font le coup de feu contre l'ennemi cruel de la race latine, et beaucoup ont déjà versé leur sang pour le triomphe de notre cause. De la réclame, il y en a partout. Je ne vais pas m'étendre, mais j'ai été très frappé, très étonné de voir qu'il y a une masse de publicité extraordinaire à l'époque. Ça s'appelle la réclame, en tout genre, pour toutes sortes de choses. Et par exemple, on envoie dans les colis aux soldats des valises hygiéniques avec, on leur envoie du tabac, on leur envoie toutes sortes de choses, du savon, etc. Bon. Donc, je n'insiste pas là-dessus, vous devinez, il y a des corps constitués dans les églises, dans les temples protestants, dans les mairies, et où on travaille à faire ces colis. Et c'est la présence du clergé aussi, des pasteurs. Et par exemple, à Lansargues, c'est Monseigneur Crozet, qui est évêque de Fort-Dauphin à Madagascar, et qui se trouve là coincé en France, qui est le responsable des colis qu'on envoie aux prisonniers. Ce qui veut dire que l'union sacrée, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fonctionné. Et pendant la guerre, il y a eu des écoles, les écoles publiques et les écoles catholiques se sont unies pour former un groupe de générosité. Ils travaillent ensemble, ils font des spectacles ensemble, etc., encore en 1919. Ce qui montre qu'à Montpellier, en tout cas, l'union sacrée a bien fonctionné, y compris l'union dans le cadre de la vie scolaire. Voilà. Alors, ce qu'il y aurait à dire, mais je ne veux pas m'attarder trop, tu me dis quand je m'arrête. La solidarité, l'entraide, j'insisterai beaucoup là-dessus si j'avais le temps, parce qu'elle est très, très importante, parce que c'est tout à fait organisé. C'est assez formidable, ça m'a beaucoup frappé. Depuis la nation jusqu'au département, jusqu'à la ville, jusqu'aux régions du département, il y a une organisation pour aider les prisonniers, les réfugiés, les malades, etc., les étrangers, les Serbes, les Belges, les gens qui descendent du Nord, du Pas-de-Calais, etc., etc. Donc, ces associations sont très nombreuses et elles fonctionnent très bien. Et y participent toutes sortes de gens, préfets, commandants militaires, membres du clergé, etc., etc. Voilà. Alors, on crée une école professionnelle, termine, on crée une école professionnelle pour les mutilés de guerre, tenue par Émile Jambreau, des gens comme ça, qui vont rééduquer les blessés de guerre pour leur apprendre un nouveau métier afin qu'ils puissent rentrer ensuite dans la vie quotidienne, et ça leur donne un rôle pour la suite dans les associations d'anciens combattants. Voilà. Je vous parlerai de la marque du souvenir, mais ce n'est pas le temps. Je vous parlerai de la démobilisation. Je vous donne quand même le bilan montpelliérain. Sur 13 858 morts, héroltés, on a recensé à l'époque, depuis on a agrandi ce nombre, 1743 qui étaient mentionnés, soldats morts à Montpellier, qui étaient mentionnés dans les registres de l'époque. Les anciens combattants s'organisent à partir de cette association dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, il y a
les commémorations que vous connaissez, etc. Voilà. Alors, il y a une chose intéressante, c'est qu'on crée des pèlerinages sur le champ de bataille. Et Gignacois, qui est là-bas, côté de Verdun, écrit « Nous rencontrons toujours des touristes de tout pays faisant le circuit des champs de bataille sous la conduite de guides qui leur racontent en toute langue des épisodes de ces terribles combats. Mais ils le font avec beaucoup de fantaisie, récitant une leçon bien apprise. Il fallait entretenir les légendes pour frapper les esprits. Le pourboire du client s'en ressentait, tant pis pour la vérité. » Nous conclurons par la vérité, simplement en disant que les Montpelliérains ont vécu la guerre de 14 comme tous les autres Français. Ils ont combattu par leurs enfants. Ils ont produit dans la guerre, ils ont soutenu le moral des combattants, des prisonniers, supporté les restrictions, suppléé au manque de personnel, exercé une immense solidarité, accueilli et soigné les blessés. Un souhait ardent et une conviction profonde se sont fait jour, surtout à partir de 1916. Plus jamais de guerre, on connaît la suite. Merci beaucoup en tout cas pour cette stimulante communication. La parole est à la salle, oui, monsieur. Je vous écoute. Merci. Vous avez, en terminant, pour partie répondu à une question que je voulais vous poser, mais pour partie seulement, vous avez indiqué qu'il y avait eu 1700 décès parmi les Montpelliérains sur 13 000 décès héroltés. Je voulais vous demander quelle proportion ça représente parmi les Montpelliérains et quelle proportion cela représente, les 13 000, parmi les héroltés. Je pose cette question parce que la guerre de 14 est une guerre qui se passe dans les champs de bataille de la Marne, de la Somme, de la Lorraine et ailleurs, où on manie la terre des tranchées, où on manie autant la pioche que le fusil, et où les citadins, et donc les Montpelliérains, qui sont des citadins, ne sont pas bien préparés à ce genre de situation. Ils ne sont préparés ni au froid, ni au maniement de la pioche. Et il a été dit par certains auteurs que finalement, c'était surtout les ruraux qui s'étaient retrouvés en première ligne dans les tranchées et les plus grandes victimes des tirs d'artillerie et des décès. Donc c'est pour ça que je voulais vous demander si on a une estimation du pourcentage, non pas du nombre, vous l'avez donné, mais du pourcentage de décès parmi les soldats montpelliérains et du pourcentage de décès parmi les soldats ruraux de l'Hérault. Alors, vous savez, les résultats statistiques de la guerre de 14 sont très, très aléatoires, y compris le chiffre le plus fort, c'est-à-dire 1 300 000 ou 400 000 morts, etc. Et il est très difficile de se faire une idée parce qu'on a 10 734 inscrits au monument aux morts à l'époque, mais on en a ajouté depuis, on a refait les comptes, on a chassé les doubles. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les monuments aux morts, il peut y avoir seulement les gens nés dans le pays. Il peut y avoir, au contraire, tous les gens qui ont plus ou moins vécu dans le pays. Et ce qui veut dire qu'ils vont être inscrits chez eux et qu'ils vont être inscrits là où ils ont vécu. Ce qui veut dire qu'on retrouve souvent des doublés. Et il faut refaire les comptes, je dirais, nominativement et regarder ça. Alors, nous, comme on a travaillé sur les héroltés pendant la guerre de 14, dans ce livre, avec mes deux fils, qui sont historiens, on a essayé d'éclaircir ça à la suite de la thèse d'un de nos amis, jadis, sur les monuments aux morts. Et donc, moi, je ne suis pas capable de vous dire la proportion d'héroltés qui venaient de l'agriculture. Mais ce qui est sûr, c'est que globalement, dans tous les pays, dans toutes les régions de France, il y a une majorité d'agriculteurs. Il faut quand même savoir que ce sont les instituteurs qui ont payé le plus dans le pourcentage, parce qu'évidemment, ils étaient nommés officiers, souvent, ils conduisaient leurs troupes à la guerre. Et ensuite, les agriculteurs. Désolé de ne pas pouvoir vous donner de chiffres, mais je vous donne l'explication. C'est difficile de contrôler ces statistiques.
population de l'Hérault à l'époque. Vous avez dit 80 000 Montpelliérains, donc ça veut dire 1700 décès sur 80 000 Montpelliérains. Mais la population générale de l'Hérault, à l'époque, on la connaissait 13 000. 400 000. 500 000. 400 000. 400 000. 400 000. Donc c'est 13 000 sur 400 000 et 1700 sur 80 000. Voilà. Pendant que notre assistance réfléchit, je vais te poser une question. Tu as parlé donc de l'union sacrée au début en août 1914. Merci. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de 1917, il y a eu une rupture de l'union sacrée? Notamment, est-ce qu'une partie des socialistes n'a pas refusé de continuer à soutenir le gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture dans le sorte de contrat moral du début de la guerre? Oui. C'est sûr qu'au plan national, il y a eu une rupture, là en particulier avec des socialistes, comme dit le professeur Amalvi. Ça, c'est pas tellement traduit chez nous, parce que je te rappelle que j'ai dit qu'en 1919, les écoles libres et les écoles publiques finissaient ensemble au théâtre de donner un spectacle pour montrer que leur unité, qui s'était déroulée pendant la guerre, n'a pas disparu. Et ça m'étonne beaucoup, parce que, comme on l'a dit, il y a des journaux anticléricaux, le Bonnet Rouge, la Dépêche du Midi, etc., qui mettent ce qu'on appelle la rue infâme. Mais je crois que une grande raison de ça, c'est que les prêtres se sont révélés au front, dans les ambulances, aux infirmeries, et certains ont été tués, et puis ils se sont rapprochés des gens, et il y a eu une sorte de retour, en quelque sorte, d'un certain nombre de gens qui étaient anticléricaux à cette époque-là. Il y a eu une amélioration des relations pendant la guerre sur le plan montpelliérain, sur le plan héroltais. Voilà. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Oui, monsieur. En haut du... Une petite question concernant la langue. Je suis un petit peu en retard, peut-être que ça a été mentionné au tout début. Est-ce que, en fait, la langue, on va dire la langue régionale d'ici, à l'époque, était vraiment interdite pour la communication par courrier? Quand ils étaient dans les tranchées, c'était interdit ou c'était juste à éviter? C'était préférable d'utiliser le français? Ou est-ce que c'était carrément censuré, qu'elle ne passait pas, c'était écrit en occitan? Tu peux me répéter cette question? On n'a pas bien entendu ici la question, ni M. Amalvini, moi-même. Bon, je veux bien répéter. Ah, voilà, c'est beaucoup. Allez-y. Je disais, dans les tranchées tout à l'heure, vous aviez, je crois, mentionné qu'en fait, la langue occitane était interdite. Mais est-ce qu'elle était complètement interdite, en clair, censurée complètement, ou est-ce que c'était juste préférable, on leur disait, bon, écrivez plutôt en français plutôt qu'en occitan? Non, elle était mal vue. Je ne dis pas qu'elle était interdite. Évidemment, bon, pas question d'écrire des lettres en occitan, d'ailleurs. Comme je l'ai dit, ces soldats écrivaient en français alors qu'ils parlaient couramment occitan. Ce qui veut dire quand même qu'il y avait un fruit certain de la scolarisation qui, depuis 1880, s'était développée à 100% dans notre département. Mais un certain nombre d'officiers, en particulier en Normandie, sont opposés à ces soldats qui viennent du Midi et tout ça. On se rappelle de l'accusation qu'on a fait contre eux au début de la guerre en Lorraine. Il y a des officiers comme Bonfils qui défendent les quelques soldats qui se trouvent dans ces régiments, parce qu'ils étaient lieutenants, puis capitaines. Il les défend et il traite ceux qui ne veulent pas parler leur langue de traîtres, etc., etc. Mais les méridionaux sont mal vus, ils ont gardé cette réputation assez longtemps dans certains milieux. Et il a fallu que des historiens contemporains, comme Le Naour, démontrent que c'était une accusation infondée, ou en tout cas exagérée, et que les méridionaux s'étaient aussi bien battus que les autres.
D'accord. Ouais. Alors là, c'est plus vraiment une question, mais c'est le prolongement pour réagir à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre le fait que la France a fait la guerre à l'Allemagne, parce que la fameuse zone germanique, donc le nord de la Lorraine, le long de l'Alsace, ou plutôt même quasiment toute l'Alsace, parlait justement donc un dialecte régional, germanique, et que si on commençait à prendre en considération donc tous les parlers régionaux, c'était accepter finalement l'idée que si c'est basé sur la langue, autant laisser finalement l'Alsace et la moitié nord de la Lorraine aux Allemands. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a un lien là quand même? Ici, dans mon autre livre, là, je parle de cette question. On n'a pas parlé du rôle de la police parce que je n'ai pas eu le temps, mais le rôle de la police est important. Et on arrête dans le Midi, en priorité, tous les gens qui ont un nom à consonance germanique. Par exemple, si on s'appelle Keller, évidemment, on risque d'être arrêté parce qu'on est soupçonné de faire partie de l'armée, enfin de l'espionnage, quoi. Et de même qu'on a un certain nombre d'ouvriers, de travailleurs qui viennent des régions de l'Alsace-Lorraine et qui ne sont pas français de langue, et qui n'ont pas appris le français comme langue. Et puis on a d'autres qui viennent de Belgique, des côtés de la Flandre, et on lit dans les textes, ce sont des illettrés, les enfants qui arrivent, qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce ne sont pas des illettrés du tout. Ils parlent et ils écrivent leur langue, c'est-à-dire le flamand. Et alors on les considérait comme ça. Donc le rôle de la langue a joué un rôle important, mais n'a pas réussi à désunir en quelque sorte les Français qui, majoritairement, sont restés unis dans la langue. Et puisque la plupart des courriers, on a un immense courrier, 1 milliard de lettres, je ne sais pas combien, qui sont rédigés en français et qui nous apportent des témoignages de la guerre. Merci. Bon, tout d'abord, pour revenir à la question précédente, les chiffres que vous avez indiqués montrent qu'il y a donc eu 2 fois plus de décès chez les ruraux que chez les Montpelliérains. Les chiffres que vous avez donnés globalement, ce qui veut dire oui. que les ruraux ont été ceux qui ont été le plus envoyés en première ligne dans les tranchées. Et j'avais une question connexe à cela. On a beaucoup parlé du sort des soldats du 17e, du régiment du 17e de ligne qui s'était... qui avait mis crosse en l'air à Béziers. Y avait-il des Montpelliérains dans ce régiment et s'il y en a eu, quel sort a été le leur? Vous savez qu'on les a envoyés en Tunisie, dans des camps de... voilà. Ouais. Après, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, il faut étudier. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on étudie... on en a fait tout un paquet dans nos travaux pour ce livre, par exemple, d'études des fiches militaires et qui permettent de voir les antécédents des militaires et leur action pendant la guerre et ce qu'ils sont devenus après. Alors c'est relativement rudimentaire, mais c'est très précieux parce qu'on connaît leur destin. Et là, je ne sais pas si une étude a été faite sur ces soldats. Je peux vous répondre? Oui. Pour les mutins de Béziers, donc de 1907, c'est bien de cela que vous parlez. Donc vous avez l'étude de Jules Morin. Jules Morin et mon ami Rémi Pêche ont fait chez Privat en 2007, donc pour le 100e anniversaire, on fait un très beau livre où ils ont étudié justement ce qui s'est passé dans la mutinerie et le destin de ceux qui ont été ensuite condamnés par la justice militaire. Et en disant que bon, ça n'a pas été aussi grave qu'on l'a dit, il n'a pas été envoyé en Tunisie, c'était pas le Club Med évidemment, mais enfin il n'y a pas eu non plus cette légende on a dit parfois qu'ils avaient été envoyés en première ligne pendant la guerre, etc. Il semble que ce soit une légende noire fausse. Ils ont eu simplement un sort un peu plus dur en Tunisie pendant la service militaire qui était prolongé. Voilà. Mais je vous renvoie à ce livre, donc, qui est un livre très bien fait, donc, sur la mutinerie de 1907, publié chez Privat donc, en 2007 pour le 100e anniversaire. Voilà. Merci. Dans le même genre de questionnement, a-t-on une idée de la différence d'une région à l'autre
du traitement des populations et des appelés qui ont été envoyés à la guerre. Quand on va en Bretagne, par exemple, on est frappé par les listes impressionnantes de victimes des guerres sur les monuments aux morts. On a l'impression que c'est là qu'il y en a eu le plus. Est-ce qu'il y a eu une influence de la catophobie du gouvernement de l'époque à l'égard des régions réputées cléricales? Est-ce que le Midi a été visé, le Midi et Montpellier ont été plutôt visés, je dirais, favorablement, défavorablement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende, ça aussi? C'est une légende. C'est une légende. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Des villages, des visages ». Et j'ai étudié évidemment ce problème des morts dans la guerre de 14. Alors, vous avez des communes comme Cournon-Sec où il y a 6,5% de décès, alors que la moyenne des 10 communes, c'est 3,5%. Ça veut dire que là aussi, il y a des hasards. Par exemple, lorsque les soldats de Condorcet sont envoyés dans un régiment qui est décimé complètement, il y a un grand nombre de morts originaires des villages. À côté, il y en aura 2 fois moins. Là aussi, quand on étudie l'histoire dans le détail pour pouvoir faire des synthèses, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut être, je dirais, très précautionneux pour bien comparer les situations. Alors, quant aux régions, ça a été publié, le pourcentage des morts, les Bretons, les Normands, etc., etc. Et ça, vous regardez sur Internet, vous trouverez les chiffres que je ne sais malheureusement pas par cœur. Voilà, le Midi a un pourcentage, je dirais, moyen de décès. Je crois que c'est un peu absurde de raisonner en termes de région, parce que ça supposerait que la Bretagne soit catholique totalement et qu'on l'aurait visée parce qu'elle était catholique. Mais en fait, en Bretagne, vous avez des départements qui sont en effet des départements monarchistes comme le Morbihan, par exemple, et puis vous avez le Finistère ou les Côtes d'Armor qui sont des départements républicains, qui dès la Révolution étaient à gauche, c'était républicains. La Bretagne n'est pas une, comme le Midi. Dans l'Hérault, vous avez les hauts cantons de l'Hérault qui sont plutôt catholiques vers la Lozère, par exemple, et la plaine déchristianisée du Languedoc est à gauche et radical-socialiste très tôt. Donc, si vous voulez, il ne faut pas imaginer des blocs de régions qui seraient unanimes. Donc, il y a l'idée qu'on aurait visé telle ou telle région parce qu'elle était, c'est absurde, ça n'existe pas. Non, le seul point qui serait vraisemblable, c'est ce qu'avait dit Michel Rocard pour la Corse. Où en Corse, effectivement, il semble qu'on n'ait pas tenu compte du fait que dans d'autres régions, quand des familles nombreuses ont été moins sollicitées, il y a eu moins d'enrôlement de familles nombreuses que en Corse. En Corse, apparemment, on a vraiment enrégimenté tout le monde. Et Michel Rocard disait qu'on est allé très loin et de manière absurde, de manière très injuste. Donc s'il y avait la question se posait, ce serait plutôt pour la Corse, en effet, où on a été là. Mais pour les autres régions, honnêtement, je vois pas on peut pas. Ça supposerait une région unanime. C'est pas le cas. Les régions sont déchirées. C'est le cas de la France. Regardez la Bretagne. Il y a une Bretagne blanche, une Bretagne bleue. Il n'y a pas de. Une Bretagne unicolore n'existe pas. Pas plus que le Midi. Le Midi, on parle toujours de Midi rouge, mais il y a aussi un Midi blanc. La Lozère, par exemple, l'Aveyron, etc. Donc il n'y a pas de. Je crois qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Oui. Et d'un village à l'autre, là, je pense à mes 10 villages, tout à l'heure, il y a des études que nous avons faites pour ce livre-là qui s'appelle « Les villages de l'Hérault ». Eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, s'il y a un Midi rouge, évident, il y a aussi à côté des communes qui sont blanches. Il y a les communes blanches, Pignan, Villeverac, etc. Et un certain nombre de communes. Donc, dans le livre des 10 villages, moi j'ai fait une carte des 10 communes avec la moyenne des élections sur 60 ans. Et il y en a qui sont blanches, il y en a 5 qui sont blanches, 4 qui sont rouges et une qui a changé de camp dans les 60 ans. Donc Fabrique, La Vérune, Saint-Georges-d'Auxerre, Saint-Jean-de-Védas, toutes ces communes de la banlieue montpelliéraine ne sont pas forcément rouges. Et c'est pour ça que dire le Midi est rouge, c'est oublier que le Midi est aussi blanc, parfois. Et fortement blanc. Voilà. Oui, bonsoir, messieurs. C'est un sujet toujours d'actualité. En 2017, les conflits armés entraînent des mouvements de population et aujourd'hui, à Montpellier, nous avons des réfugiés.
Je sais, parce que j'en ai eu dans ma famille, des gens qui sont venus de Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils ont été très bien accueillis dans l'Hérault, dans les villages, le temps du conflit, en tout cas le début du conflit. Est-ce que ça a été le cas aussi en 14? Vous évoquiez la présence d'enfants flamands. Est-ce qu'ils étaient là avant le conflit, ou est-ce que c'est le conflit qui les a amenés comme réfugiés? Est-ce qu'il y a eu des études sur ce sujet? Et corollaire, est-ce qu'il y aura éventuellement une étude sur Montpellier pendant la Seconde Guerre mondiale? De ce point de vue-là, moi, je ne l'ai pas étudié parce que j'avais étudié dans les villages. On ne peut pas tout étudier quand on a un nombre de signes réduit. Et mais je l'ai étudié, par exemple, à Soubès. L'instituteur a tenu, Soubès, donc je pourrais d'Odem, il a tenu un journal qu'il faisait copier à ses élèves et envoyer à tous ceux qui étaient à l'armée. Et là-dedans, il y a des tas de détails comme ça. Alors, on s'aperçoit que, par exemple, à Soubès, il y avait 6 enfants belges, flamands. Et donc, les instituts, ils étaient amenés à accueillir ces enfants, à avoir une pédagogie particulière, etc., quand ils se sont aperçus que, finalement, il y avait des problèmes de langue par rapport aux réfugiés. Et on a très bien accueilli les réfugiés. On a organisé des commissions. À Soissons, par exemple, je vous dis, moi, sur quoi je travaillais, et actuellement je travaille sur Soissons, il y a des fiches où les gens prêtent gratuitement un logement pour les réfugiés et pour la guerre, pendant la durée de la guerre, en 14, et en 40 aussi. Ce qui m'a frappé aussi en faisant des études comparées sur ces deux guerres, c'est que finalement, il y a des tas de parentés. Et tout ce qui est restriction, marché noir, dénonciation, etc., tout ça, on le retrouve pendant les deux guerres. La grande différence, c'est évidemment la non-occupation du Midi pendant la guerre de 14. Et le fait que, comme j'ai commencé à le dire, la guerre est loin, elle semble loin, et en réalité, elle est présente, mais d'une autre manière que celle du front. Dans le livre sur l'histoire de Privas, vous avez un chapitre sur le... Bon, le problème, c'est que je ne suis pas sûr que la personne qui a rédigé ce chapitre puisse venir en parler. Mais dans le livre sur l'histoire de Privas, vous avez effectivement la question des réfugiés. Auparavant, déjà, la retirada, c'est la venue des Espagnols nombreux dans la région de l'Hérault et à Montpellier. Et bien sûr, l'occupation de Montpellier, les problèmes de réfugiés, la résistance, etc. La collaboration. Oui, il y a tout un chapitre, vous pouvez voir. Le problème, c'est que mon collègue n'habite pas sur Montpellier, il habite assez loin. Et donc, il est difficile de venir parler. Donc, malheureusement, il n'y aura peut-être pas de conférence sur la question. Mais le chapitre est bien présent dans le livre. En plus, il existe un livre qui a été produit il y a 2 ans sur la guerre de 40 à Montpellier. C'est facile de regarder sur Internet. Mais je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. A-t-on une idée du nombre de blessés qui ont été soignés à Montpellier, puisque je pense savoir qu'en plus des 2 hôpitaux de Montpellier, il y a eu une vingtaine de lieux qui ont servi d'hôpitaux secondaires. Donc je suppose qu'il a dû y avoir de nombreux blessés accueillis. Oui, bien entendu. Alors, il y a, dans l'Hérault, il y a 41 lieux où on a accueilli des gens qui avaient besoin d'être soignés. Alors évidemment, il y a ceux qui sont très gravement blessés, qu'on met dans les hôpitaux, etc., etc. Et puis, il y a des tas de maisons de retraite. Alors, dans l'article que j'ai publié, là, je donne le nombre de lits qui sont affectés par établissement. Au séminaire, 400, par exemple, au petit séminaire, au lycée, tant, au lycée de filles, tant, etc., etc. Et on peut avoir une idée de l'importance de chaque lieu. Maintenant, dire combien sont passés là, je ne crois pas que quelqu'un ait fait cette étude précise pour dire combien. Simplement, on sait ce qu'on a soigné, quelles ont été les spécificités de la médecine à Montpellier pendant la guerre, avec les professeurs Jean Brault, etc. Des gens qui ont fait progresser la science, en particulier pour les prises de sang, etc. Parce qu'au début, on ne savait pas faire des prises de sang. On empoisonnait les gens en leur faisant une prise de sang, etc. Donc, et pour les mutiler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on a des chiffres. Simplement, pour en avoir une précision, il faut regarder un ouvrage.
parce que- D'autres questions? À Montpellier, qu'en est-il de la vie culturelle et nocturne pendant la guerre? Est-ce qu'il y a encore des concerts, Oui, des spectacles d'accord. Alors, pendant la guerre, il y a beaucoup de spectacles. Des films, des kermesses, des concerts, etc., etc. Mais comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, ils sont consacrés, ils sont en partie consacrés à apporter de l'argent pour financer les associations de la ville. Et alors, là, il faut rappeler que les professeurs de médecine, par exemple, ont laissé tous les mois 5% de leur salaire pour les œuvres. Les cheminots laissaient 3% de leur salaire pour les œuvres. Emma Calvé, qui était une cantatrice connue à l'époque, qui est de la région d'ailleurs, Emma Calvé, elle est venue chanter à Montpellier, elle a laissé son cachet pour les œuvres. Vous voyez. Donc, il y a toute une série de concerts, etc. Alors, on a des spectacles de type privé, dans les églises, les patronages, etc., etc. Des concerts au théâtre, et des films, etc., au cinéma. Il y a une vie culturelle qui reste très active. Simplement, elle garde ce souci de limiter l'enthousiasme par le souvenir qu'on est en guerre. Plus de questions? Il nous reste à remercier Louis Segondi pour sa conférence savoureuse et très vivante avec ses anecdotes. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.